Chers internautes, bonjour. Bienvenue sur Maoni Émission, amis maoniennes et maoniens. Bienvenue sur votre émission, une émission dédiée à l'Afrique et à toutes les personnes qui sont intéressées par ce continent. Aujourd'hui, pour notre émission, nous recevons M. Frank William Njoetom, qui est Manager Advisory chez Ernst & Young, qui est diplômé de l'ESIGEC, je l'ai bien dit, qui est titulaire d'un certificat en stratégie d'entreprise de Harvard University et qui est un passionné de la gestion d'entreprise, de la stratégie d'entreprise, mais qui aujourd'hui travaille essentiellement sur des questions, sur des axes de réflexion concernant la transformation digitale en entreprise. Ai-je tout bien dit, monsieur? Tout à fait, c'est parfait. Ok, donc bonjour, monsieur Njoetom. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur ce plateau de Maoni Émission Débat. Alors, aujourd'hui, nous allons pencher sur un sujet qui est le rôle de l'entrepreneuriat en Afrique, le rôle de l'entrepreneuriat dans le développement économique de l'Afrique. Et je vais inviter nos amis internautes à ne pas hésiter à liker, à commenter et surtout à partager notre émission sur tous les différents réseaux. Bon, monsieur Frank Njoetom, si on peut rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui l'Afrique c'est notamment 1,2 milliard d'habitants, mais dont très peu entreprennent, du moins de manière formelle, comme on l'entend. Quel est le bilan, quel est l'état de lieu aujourd'hui qu'on peut faire, notamment de la place du rôle de l'entrepreneuriat en Afrique? Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le climat des affaires en Afrique s'assainit jour après jour. Quelle que soit la région géographique où l'on se situe en Afrique, des initiatives ont été prises par les pouvoirs publics dans ce sens-là. Si je prends par exemple le cas de l'Afrique centrale et plus précisément du Cameroun, et qui vous est très cher. Qui m'est très cher, effectivement. Le gouvernement a pris l'initiative de mettre en place un ministère dédié aux PME. Voilà. Dans le bras opérationnel sont des guichets, voilà, des guichets ouverts aux entrepreneurs. Des guichets uniques. Voilà, des guichets uniques, qu'on appelle des CFCE, donc ce sont des centres des formalités de création d'entreprise. Ouais. Alors, l'État a mis en place ces guichets pour accompagner les PME dans la création de leur entreprise, d'un point de vue légal, avec un double objectif. Compresser les délais de création d'entreprise. Aujourd'hui, au Cameroun, par exemple, on peut créer son entreprise en 72 heures et apporter de la transparence dans le processus de création. Déjà, est-ce que dans la pratique des choses, est-ce que ça se fait vraiment en 72 heures? Parce que nous savons, on ne va pas faire de la mauvaise pub contre l'Afrique, non, loin de là notre volonté. Mais est-ce qu'aujourd'hui, réellement, dans les délais, lorsqu'on parle de 72 heures, est-ce que ça se déroule réellement en 72 heures? Alors, sur le papier, c'est ce qui est. Oui. En pratique, effectivement, on peut avoir du bruit, voilà, du bruit dans le processus, dans les deux sens. Du côté des entrepreneurs, on peut ne pas avoir toute la documentation nécessaire demandée par le processus. Et du côté des administrations, on peut avoir aussi certaines lenteurs, parfois liées à des questions d'efficacité opérationnelle. Ok, justement, là vous êtes en train de parler, par exemple, de l'accès à la documentation pour les PME. Justement, l'accès à l'information, c'est une réelle difficulté pour les PME. Donc là, vous nous disiez, à juste titre, que donc il y a des créations de centres comme ça, de guichets uniques qui permettraient de pouvoir faciliter un peu toute la partie administrative. Mais bon, déjà, en tant qu'entrepreneur, on sait que la partie administrative, c'est pas forcément la partie qui nous est le plus importante, mais c'est la partie à laquelle nous sommes le plus contraints. Mais pourtant, il y a cette difficulté-là. Et est-ce que l'État joue réellement totalement son rôle? Ou est-ce que aujourd'hui les entrepreneurs ne sont pas face plus ou moins à une sorte de comment dirais-je, est-ce qu'ils ne se noient pas un peu dans cette masse administrative-là? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, moi-même je suis entrepreneur, qui, lorsqu'on leur demande quelle est votre première peur pour entreprendre, ils vous disent clairement que
c'est toute la machine administrative. Est-ce qu'il n'y a pas une absence d'accompagnement réel et pratique de ces entrepreneurs-là? Et est-ce que l'entrepreneur lui-même ne peut pas jouer un rôle face à ce genre de situation? Alors, effectivement, votre question est plurielle. La première question concernant l'accès à l'information, c'est une question qui peut être éludée par les entrepreneurs eux-mêmes. Dans ce sens que il ne faut pas oublier qu'en Afrique, la culture de communication qui prédomine, c'est la communication orale. On est très peu dans la lecture, dans la littérature. Donc, l'information existe. Comme je disais, les guichets uniques existent. Des sites internet dédiés à la création d'entreprises ont été mis sur pied. Ils sont accessibles. Donc, il faut aller chercher l'information. En plus de ça, il faut partager, en fait, il faudrait partager entre entrepreneurs pour se partager les retours d'expérience. Et ça, c'est un élément, je pense, qui permettrait déjà d'améliorer la situation. Donc il faut créer un écosystème. Il faut mettre en place des écosystèmes en fonction des secteurs sur lesquels on est. Mais du coup, aujourd'hui, qui crée l'écosystème? Est-ce que c'est l'État qui crée l'écosystème? Est-ce que c'est les entrepreneurs eux-mêmes qui créent l'écosystème? Est-ce que c'est la société civile avec les associations qui doivent créer l'écosystème? Qui aujourd'hui est censé créer l'écosystème? Alors, on a tendance en Afrique à tout remettre sur le dos de l'État. Il faut simplement rappeler que le rôle aussi. Alors, le rôle de l'État, oui et non. Le rôle de l'État, en réalité, est de mettre en place un environnement dans lequel les entrepreneurs vont s'épanouir. L'État doit jouer le rôle de facilitateur. Il le fait aujourd'hui, l'État? L'État le fait, il a pris des initiatives. Et je parlais de l'Afrique centrale, c'est vrai un peu partout. Si je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, voilà, il y a eu la création au sein du ministère du Commerce d'un guichet qui s'appelle l'Agence de développement des PME, la DPME. On a des résultats concrets? Il y a des résultats, il y a un accompagnement qui est apporté. L'esprit est le même. Donc l'État, en fait, met à disposition des moyens. L'État ne va pas se substituer aux PME ou alors aux entrepreneurs. Donc, une fois que l'État est en train de mettre en place ces conditions, on ne dit pas qu'elles sont parfaites. Les PME entre elles doivent s'organiser, doivent se parler, doivent se faire confiance, parce qu'il y a un vrai problème de confiance aussi entre les PME. Il y a très peu de partenariats entre entrepreneurs. Voilà. On est toujours dans une philosophie où on se dit « je vais créer mon entreprise, je vais la diriger et tout va bien marcher ». Non, il faut mettre en place des partenariats, il faut mettre en place des écosystèmes, un partage d'informations, des forats, voilà, où l'on partage l'information, où l'on évangélise en fait des entrepreneurs. Voilà. Donc c'est aux entrepreneurs d'être acteurs en fait, majoritairement. Donc vous estimez qu'aujourd'hui les entrepreneurs ne sont pas assez acteurs? Alors, aujourd'hui, les entrepreneurs essaient de mettre en place justement des dynamiques dans ce sens. Mais de mon point de vue, beaucoup d'entrepreneurs se noient dans l'utilisation des réseaux sociaux ou qu'ils vont utiliser comme moyen de communication, de publicité, de marketing, souvent un peu trop tôt, voilà, en phase d'amorce quasiment, et non en phase de maturité. Et ils se concentrent très peu sur les partenariats qu'ils peuvent avoir entre eux, voilà, sur les échanges de bonnes pratiques et même sur la formation. Mais ça, vous pensez que c'est vraiment aux entrepreneurs de les faire et l'État n'a pas de rôle là-dedans? Alors, l'un des rôles que peut avoir l'État, c'est de mettre en place des espaces, voilà, où les entrepreneurs vont se retrouver. Très concrètement, ça peut être des espaces physiques, voilà, des salles de conférence, des espaces virtuels aussi. Voilà, ou virtuels, parce que les entrepreneurs peuvent aussi échanger, pas forcément au sein du même pays, mais avec des pairs à l'étranger. Voilà. Donc, voilà, l'État peut mettre en place des moyens. Voilà. Mais le contenu doit être créé par les entrepreneurs et pour les entrepreneurs. Ok, très bien. Donc tout à l'heure, vous avez parlé d'un sujet qui est très intéressant, qui est celui justement du partage des informations, et vous nous avez fait comprendre que les entrepreneurs justement avaient du mal à communiquer les informations entre elles. Mais j'ai envie de dire, si les entrepreneurs ont du mal à communiquer les informations entre elles, c'est peut-être aussi par moment qu'ils n'ont pas eux-mêmes les informations. Nous sommes d'accord. Très sincèrement, j'ai du mal à croire que 100% des entrepreneurs africains
ont tous du mal à avoir accès aux informations. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, l'entrepreneur africain d'aujourd'hui, il va un peu se substituer à l'État. Parce que si le rôle de l'entrepreneur est d'aller chercher l'information là où elle se trouve, comme on dit, sachant que cette information a un coût, voilà, elle n'est pas gratuite, elle n'est même pas offerte, elle a un coût dont on ne va pas forcément donner les détails ici sur ce plateau, mais j'ai envie de dire, mais le fait justement d'aller ces informations, c'est aussi pour ça que les entrepreneurs n'ont pas forcément de les partager, parce qu'ils payent un coût pour ça, ils payent un prix pour ça en fait. Comment pensez-vous qu'ils puissent remédier à ce problème-là, à cette difficulté-là, de pouvoir régler ce problème? Alors, je pense qu'il faut déjà qu'on repose le problème. L'accès à l'information aujourd'hui, ou alors le besoin d'information se situe à plusieurs niveaux. Tout d'abord au niveau du financement. Les entrepreneurs se demandent, ok, très bien, j'ai une idée, comment je vais la financer? Donc ça, c'est la première question qui se pose. La seconde question qui se pose, c'est la conformité réglementaire. Est-ce que mon idée aujourd'hui est conforme aux exigences réglementaires et même légales? Voilà, c'est la seconde question qui se pose. La troisième question qui se pose aujourd'hui, c'est avec qui je devrais travailler? Qui est-ce que je devrais recruter? Quel est mon marché? À quel prix je devrais vendre ma solution? Voilà. Et j'en passe. Les plus essentielles donc, sont les questions de financement et les questions de conformité réglementaire et légale, sur lesquelles effectivement il y a un lien avec, ou une relation avec l'État, partielle. Sur la question du financement, l'État ne fait pas tout. Aujourd'hui, les entreprises, du moins traditionnellement, les entreprises ou les entrepreneurs africains se penchent très rapidement ou se tournent très rapidement vers les banques pour obtenir un crédit, alors qu'il y a d'autres moyens de financement d'entreprise qui sont connus, mais effectivement pas forcément de tous. Par exemple, l'ouverture du capital. On a vu des entreprises comme Kiro Games au Cameroun, qui a adopté ce modèle. C'est un très bon modèle d'ailleurs, exactement. Ça va être précisé. Exactement. Le crowdfunding, aujourd'hui qui est sous-exploité en Afrique, alors qu'il y a des capitaux privés qui existent, qui sont disponibles. Il y a même le financement public avec les banques, les PME qui existent dans quasiment tous les pays d'Afrique. Et enfin, il y a des financements étrangers, il y a des partenaires étrangers comme Proparco, comme la maison des PME qui a été ouverte récemment par la Société Générale au Sénégal et au Cameroun. Voilà, donc on a un panel d'outils de financement. Ok, d'accord. Est-ce que les entrepreneurs ont toutes ces informations? Là demeure la question, mais c'est pas à l'État, forcément, de communiquer sur ce type de sujet. Ok, très bien. Là, vous touchez à un sujet très important qui est notamment la mobilisation des ressources, et vous avez aussi évoqué la question réglementaire. Ce sont des questions que nous allons voir dans notre deuxième partie d'émission. Amis maoniennes, amis maoniens, ne nous quittez pas pour cette deuxième partie. Partagez, likez et commentez. À tout de suite. Enfin de retour sur notre émission, Maoni émission débat, avec Monsieur Franck William Jetom. Aujourd'hui, nous avons choisi donc de pencher sur le rôle de l'entrepreneuriat dans le développement de l'Afrique. Et tout à l'heure, nous étions, Monsieur Franck Jetom, en train de parler notamment aux questions d'accès au financement des PME africaines. Juste un petit message à nos chers internautes, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Merci. Donc, Monsieur Franck Jetom, alors, quel jugement aujourd'hui, quel bilan dressez-vous par rapport à l'accès au financement des PME africaines sur le marché? Alors, l'accès au financement est disparate. Il dépend une fois de plus de la zone géographique dans laquelle on se trouve. Tout à fait. Si on prend le cas, par exemple, de l'Afrique du Nord, regardons le Maroc. Au Maroc, aujourd'hui, nous sommes sur des taux d'intérêt bancaires de l'ordre de 10%. Alors accessible. C'est aussi vrai en Afrique du Sud. En Afrique de l'Est, si je prends le cas du Rwanda, nous sommes autour de 14-15% de taux d'intérêt. Donc déjà un peu à augmenter en gamme. Le meilleur de la classe dans ce domaine, c'est plutôt l'Afrique de l'Ouest, où en Côte d'Ivoire, vous verrez des taux d'intérêt de 5%. C'est très intéressant. En revanche, en Afrique centrale, on a encore du travail à faire.
les banques poussent des crédits avec des taux d'intérêt avoisinant les 24-25%. C'est lourd, c'est lourd pour les entrepreneurs. Donc voilà, on voit qu'il y a une inégalité en fait sur le continent, et ce qui induit derrière en fait une différence entre la compétitivité des sociétés selon la zone géographique dans laquelle elles se trouvent. Mais justement, cette question de frilosité, par exemple, là, vous étiez sur les banques, parce qu'il n'y a pas que les banques, comme je disais tout à l'heure, il y a divers moyens d'investissement, il y a les banques, il y a le capital investissement, il y a le crowdfunding, il y a encore d'autres types d'investissements dont vous allez certainement nous parler tout à l'heure. Mais en parlant de ces différents investissements, en fait, est-ce que la frilosité bancaire, par exemple, là, pour le coup, est-ce qu'elle n'est pas due à une difficulté à l'accès au marché tout simplement? Parce que est-ce qu'une banque aurait intérêt à mettre des taux d'intérêt aussi élevés? On est sur l'ordre quand même des 16 à 24% en Afrique centrale. Ça dépasse quand même le sens du réel, quoi. Enfin, on est un peu dans une folie des grandeurs. Alors en fait, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, si les taux d'intérêt sont de cet ordre-là en Afrique centrale, principalement, la première raison, c'est parce que c'est pour des raisons de garantie. Voilà. Aujourd'hui, les entrepreneurs n'ont pas suffisamment de garanties, ou alors n'ont pas des garanties suffisamment liquides, voilà, pour permettre en fait aux banques d'être un peu plus rassurées sur leur capacité à répondre à leurs engagements. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il y a au sein de la CEMAC actuellement une politique voilà, qui est menée par le FMI, qui est une politique monétaire restrictive, qui est imposée en fait aux États, voilà, qui fait en sorte que les banques sont aussi alors trop limitées dans ce qu'ils sont capables de faire du point de vue de la distribution des crédits. Voilà. Parce qu'attention, les politiques monétaires restrictives ont pour rôle de limiter les taux d'inflation voilà, des économies. Donc, il y a un problème structurel, ou alors je dirais plutôt conjoncturel, qui est imposé par le FMI, voilà, au sein de la CEMAC. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez aussi cet écart-là avec les différentes autres régions de l'Afrique. Donc aujourd'hui, les enjeux pour les entrepreneurs africains, c'est d'attirer les capitaux étrangers, de mobiliser ces ressources pour pouvoir financer l'économie locale. C'est ça, en fait, l'enjeu pour les entrepreneurs, notamment, c'est de se démarquer des financements bancaires et c'est d'aller vers les autres sources de financement. Donc, en ouvrant leurs capitaux, par exemple, en levant des fonds via le crowdfunding, voilà, en frappant à la porte des agences de financement étrangères aussi qui existent. Mais pour ce faire, une fois de plus, il faudrait que ces entreprises-là soient structurées, présentent des business models et des business plans clairs et prometteurs. Et derrière, en fait, ils auront des financements. Justement, en parlant de business model pour nos internautes qui ne sauraient pas ce que c'est le modèle économique en fait de l'entreprise, à qui elle vend, qu'est-ce qu'elle vend, etc., etc. Ok. Mais justement, lorsqu'on parle de cet accès au financement, de cette frilosité dans les investisseurs à injecter de l'argent dans les entreprises, il y a généralement, bon là je parle en tant qu'entrepreneur, il y a deux raisons qui ressortent. On va essayer de les aborder toutes les deux. Et la première raison, c'est généralement l'accès au marché. Aujourd'hui, nous avons des marchés qui, par moment, en Afrique centrale, ne sont pas très accessibles. Quand on parle d'accessible, c'est pas juste en termes physiques, c'est même en termes de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on a des produits que les entrepreneurs développent, mais qu'ils ont du mal à écouler sur le marché parce que les coûts de revient sont assez élevés ou par moment les produits ne sont pas compatibles avec les besoins locaux. Quel est le rôle dans ce cas pour vous de l'entrepreneur dans ce genre de situation face à des marchés où on va dire que la pénétration est plus ou moins compliquée par différents facteurs? Alors aujourd'hui, il faut rappeler quand même qu'il y a une classe moyenne qui existe en Afrique. La Banque africaine de développement estime qu'aujourd'hui,
un individu fait partir de la classe moyenne à partir du moment où il gagne à minima 3 900 $. 3 900 $. C'est ça. Oui. Par an. Par an. Par an. Par an, ce qui fait environ 300 $ par mois. Exactement. Okay. Et donc sur cette base-là, la Banque africaine de développement estime qu'en Afrique, aujourd'hui, on dénombre environ 320 millions d'individus faisant partie de la classe moyenne. Et l'IFC, qui est une filiale de la Banque mondiale, se projette en disant que sur les 10 prochaines années, donc à échéance 2030, 100 millions d'individus se rajouteront en fait à cette classe moyenne. Exactement. Donc il y a un marché aujourd'hui qui existe, qui est étalé en fait sur toute l'Afrique, qui va grandir selon les prévisions de la Banque mondiale. Donc le marché il existe. Maintenant effectivement la question c'est qu'est-ce que le marché va acheter? Qu'est-ce que le marché veut consommer? Et comment est-ce que le marché veut le consommer? Et donc là-dessus effectivement c'est à l'entrepreneur de se poser des questions. L'entrepreneur aujourd'hui doit savoir segmenter, identifier déjà sa clientèle. Quand je dis identifier sa clientèle, c'est en termes de profil. Voilà, qui est mon client, qu'est-ce qu'il veut consommer, à quel prix il veut consommer. Bâtir son business model. Exactement. Donc ça c'est le premier point en fait du business model. Donc il faut avoir une vision claire de sa clientèle avant de s'engager en fait dans une activité. Et donc là on va revenir en fait à la question de l'information. Parce qu'il y a un vrai travail à faire en fait pour capter ces différentes informations. Mais une fois qu'on a une vision claire sur son marché, effectivement, il faut travailler sur quelles sont les forces en présence, quels sont les concurrents et quels sont les produits aujourd'hui que ces concurrents poussent sur le marché, poussent sur ces segments-là, c'est-à-dire pour ces clients-là, et à quel prix ils le font. Est-ce que je suis capable, avec mes capacités financières, organisationnelles et même techniques, d'être compétitif vis-à-vis de la concurrence? Mais là, si vous me permettez, M. Franck Jutin, vous nous avez parlé sur les 320 millions de la classe moyenne, les 100 millions qui vont s'en rajouter, on sera à 420 millions par là, sachant que nous serons à environ 1,4 milliard d'ici 2020. Mais j'ai envie de dire, mais le reste, ils sont délaissés, ils sont abandonnés, parce que eux aussi, ils ont envie de consommer. Est-ce que peut-être que les entrepreneurs n'axent pas aussi leur stratégie sur ces 800 millions d'habitants, 800 à 900 millions d'habitants qui restent, voire près d'un milliard d'habitants, justement, qui est délaissé par ce boom actuel de l'entrepreneuriat. Justement, là, on se demande quel est le véritable rôle de l'entrepreneur. Est-ce que c'est de nourrir ou d'apporter juste des solutions aux besoins des 400 millions de classe moyenne que nous aurons là, ou c'est vraiment d'apporter une solution générale à tout le monde? Effectivement, l'entrepreneur doit répondre aux problématiques de son environnement immédiat. Et effectivement, en Afrique aujourd'hui, l'essentiel de la population a besoin de s'alimenter. Il y a une crise alimentaire aujourd'hui en Afrique. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui tous les économistes, tous les industriels, les investisseurs chevronnés vous diront qu'il faudrait investir dans l'agriculture en priorité. Et donc une fois qu'on a dit ça, on a répondu à la question. Aujourd'hui les entrepreneurs, pour adresser en fait la masse, et la masse il y en a, il faut se greffer sur les filières agricoles. Et donc la filière agricole en fait s'étale sur tous les secteurs économiques, que ce soit sur le secteur primaire, donc vraiment l'agriculture pure, production, voilà, que ce soit sur le secondaire où on va faire de la transformation, que ce soit sur le tertiaire où on va faire du service. Exactement. Donc sur tous les secteurs de l'économie agricole, il y a une carte à jouer. Il y a un besoin énorme. Il faut que les entrepreneurs s'y penchent. Vous me direz effectivement que si on parle que du secteur de l'agriculture, il y a des besoins de capitaux, notamment sur le secteur primaire. Il y a aussi un besoin de formation, il y a un besoin de standardisation de son activité, pour être compétitif par rapport aux produits qui rentrent en fait sur les marchés, qui sont parfois très chers. Donc effectivement, l'entrepreneur a un rôle à jouer. Il faut cibler les vrais besoins du marché et segmenter en fait ces besoins primaires de base, le luxe, voilà, qui va être effectivement consommé par, on va dire, la classe moyenne, qui n'est pas représentative
de la population, comme vous l'avez dit. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des secteurs à adresser, l'agriculture, on l'a dit, l'éducation, la santé, la sensibilisation, la sécurité. Il y a un vrai problème de sécurité aujourd'hui physique, oui, des personnes et les entreprises. Donc il y a des cartes à jouer en fait sur tout ce secteur-là, qui ne demande pas souvent des investissements énormes, mais qui demande juste d'avoir identifié le besoin, d'avoir proposé, d'avoir structuré une proposition de valeur adaptée et de s'y lancer. Ok, très bien. Je tiens juste quand même à préciser, étant entrepreneur rural, entrepreneur dans le domaine agricole, qu'il nous faut produire propre aussi en Afrique. Hein. Donc le rôle aussi de l'entrepreneur agricole, c'est de produire de manière propre et non de manière agressive et intempestive comme cela s'est fait. Mais vous avez prononcé tout à l'heure un mot qui est important, qui est le mot de la formation. Et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles souvent les investisseurs sont un peu frileux à apporter leurs capitaux. C'est parce qu'ils disent, nous, concrètement, quand on vient sur le terrain, on ne trouve pas forcément des personnes formées. Donc, par rapport à tout ce que vous avez dit, quel est le rôle de l'entrepreneur? Donc, du coup, comment il doit se situer, comment il doit se positionner en termes de renforcement des capacités, parce que nous sommes vraiment entièrement dans ce sujet-là. Comment l'entrepreneur doit se positionner par rapport à ça? Parce qu'on le rappelle que c'est d'abord un rôle régalien, sans vouloir taper sur l'État, mais c'est d'abord un rôle régalien. Donc comment l'entrepreneur se situe par rapport à ça? Comment il se positionne? Alors, tout d'abord, l'entrepreneur doit être formé. L'entrepreneur devrait avoir une expertise sur le sujet qu'il souhaite adresser. Premièrement. Lui ou son équipe? Lui ou son équipe, de préférence les deux. Naturellement, le rôle de l'État sera de former en fait la population au travers d'une politique éducationnelle. Et donc aujourd'hui, dans la plupart des pays d'Afrique, on retrouve effectivement deux schémas de formation. L'enseignement général, l'enseignement technique. Dans l'enseignement technique, on va retrouver quasiment toutes les filières. Ça reste théorique. Il faut apporter le côté pratique. Et donc effectivement, le côté pratique va se faire en injectant ces étudiants dans des projets en cours de réalisation, des projets qui sont menés par des entreprises étrangères, par exemple. Donc ça, c'est le premier point. Mais la compétence va aussi venir par le transfert de compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends le domaine de l'énergie, on a beaucoup de projets d'investissement, des barrages hydroélectriques, des champs de panneaux solaires. C'est des projets sur lesquels on a des capitaux extérieurs qui sont injectés. On a de la technicité et de la technologie étrangère qui est apportée. Il faudrait effectivement, donc, dans les contrats et dans les accords que passe l'État avec ces entreprises étrangères, qu'il y ait, à minima, un transfert de compétences qui est fait, qu'il y ait des quotas d'employés locaux qui vont être formés. Un peu de protectionnisme. Naturellement. Il ne fait pas tant de mal que ça. Et donc, c'est un premier pas. Voilà, c'est un premier pas. Voilà, c'est une ébauche de solution qu'on pourrait proposer, en fait. Il faudrait qu'elle soit effective. Et pas uniquement dans les textes. Et que ça soit de manière totalement pratique. Donc nous comprenons donc par là qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, certes, mais qu'il y a des bonnes initiatives qui sont quand même lancées par les entrepreneurs et par les États. Et c'est sur cette note que nous allons terminer notre émission interview débat aujourd'hui avec Monsieur Franck Jetom. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? Alors oui, j'ai un dernier mot. Le dernier mot à l'endroit des entrepreneurs, c'est de vous dire, l'entrepreneuriat aujourd'hui en Afrique, c'est une réalité. L'entrepreneuriat est soutenu par les services publics, par les institutions internationales. Ayez le courage en fait d'entreprendre, formez-vous, structurez vos entreprises, créez des partenariats et essayez d'avoir un rôle social et pas uniquement un rôle capitalistique. Merci. Voilà, c'était le mot de la fin de Monsieur Franck Jetom. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je compléterai juste une phrase. Donnez de la valeur à votre jeunesse, entreprenez.
C'était Christian Sapoulou pour Maroni. N'hésitez pas à partager, commenter et liker nos posts sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour notre prochaine émission. Merci.